Merci Bruno. Pas seulement introduire, mais relancer le débat qui a été largement lancé ce matin. Et compte tenu du caractère très dense de ce qui nous a été présenté, j'ai obtenu de Bruno qu'il me donne 20 minutes au lieu d'un quart d'heure pour traiter les différents sujets qui ont été rapidement évoqués ce matin et sur lesquels je pense qu'on a aussi intérêt dans le débat à progresser sur un certain nombre de points. Donc nous, quels sont les défis? Nous, c'est qui nous? Nous, c'est la France, mais nous, c'est l'Europe. Quels sont les défis? Deux défis. Le premier, c'est de maintenir ce leadership Airbus, mais pas seulement Airbus, c'est l'ensemble de la communauté avion civil et pas seulement aviation commerciale, la communauté française, la communauté européenne, cet incroyable succès qu'on a bien mérité, mais qui est malgré tout fragile. L'essor de cette aviation commerciale, aviation civile sur les 50 dernières années est fragile, concurrence américaine, concurrence chinoise, donc maintenir, renforcer ce leadership, premier objectif. Deuxième objectif, la décarbonation. Ces deux objectifs sont existentiels et sont directement liés. Sans décarbonation, pas de leadership, sans leadership, pas de décarbonation. Si on ne maintient pas, si on ne renforce pas ce leadership, nous n'aurons pas les moyens financiers pour investir, nous n'aurons pas l'influence sur les normes, nous n'aurons pas la présence internationale nous permettant de nous imposer, nous, l'Europe, sur cette question de décarbonation. Et si on ne réussit pas cette feuille de route de décarbonation, eh bien notre licence d'opérer, tout simplement, disparaîtra parce que notre activité, l'activité construction d'avions, mais l'activité transport, les compagnies aériennes, ne sera plus jugée acceptable, en tout cas pas acceptable à ce type de niveau. Et c'est un peu le parfum qu'on a eu ce matin sur les différents Rubicons, les contingentements. Donc c'est vraiment le sujet du jour. Et ces deux objectifs majeurs qui sont existentiels, qui sont liés, eh bien ces deux objectifs majeurs, c'est l'innovation qui va permettre non pas seul quelle activité humaine, quel objectif pourrait être traité seulement par l'innovation. Non, l'innovation est le moteur essentiel, le moteur principal. Et quand on dit innovation, c'est peut-être parce qu'on a peur d'employer un mot qu'on avait employé pendant très longtemps, et ce mot, c'est le mot progrès. Donc on a peur du progrès, donc on appelle ça innovation, c'est plus moderne. Mais finalement, le progrès, c'est quoi? C'est la science, l'innovation, l'industrie, l'investissement, la vision stratégique de long terme, la question pourquoi est-ce qu'on est là, quels sont les objectifs, quelles sont les raisons d'être de nos activités, c'est ça le progrès. Et je pense que c'est tout à fait injustement que ce mot ait été un peu relégué au fond de la bibliothèque, et que le mot progrès est un mot qui a beaucoup de sens. Le progrès, l'innovation pour satisfaire notre objectif, remplir notre objectif de leadership, je pense que c'est évident pour tout le monde. Nos concurrents innovent, nous on doit aussi innover. Et l'innovation, non pas seule. Il y aura évidemment des changements de comportement, il y aura évidemment des politiques publiques, il y aura évidemment, comme pour chaque secteur de l'activité humaine, des changements majeurs dans la façon dont on vit, dans la façon dont on se déplace, la façon dont on habite, la façon dont on s'alimente. Il y aura des changements majeurs absolument partout. Mais quel est le rôle de l'innovation? Le rôle de l'innovation, pour reprendre un terme que vous avez employé ce matin, le rôle de l'innovation, c'est de ne pas franchir le Rubicon, vous avez employé le mot Rubicon, de ne pas franchir le Rubicon d'un monde qui est un monde où je n'ai pas vraiment envie de vivre, où je n'ai pas non plus vraiment envie que mes enfants ou mes petits-enfants vivent, qui est un monde intrusif, un monde autoritaire, un monde bureaucratique, où tout ce qu'on fait est vérifié, tout ce qu'on fait est contingenté. Et si on arrive par l'innovation, par le progrès, à limiter les risques, à limiter le calendrier dans lequel ce monde beaucoup plus dur qui nous attend sera imposé à l'ensemble d'entre nous et aux futures générations, eh bien, l'innovation aura joué son rôle. Et l'innovation, c'est le rempart contre une société bureaucratique, intrusive, autoritaire. Peut-être que ce rempart ne tiendra pas, mais en tout cas, notre objectif, pessimisme, optimisme, et un dicton que j'aime bien, pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. Donc l'objectif, c'est bien de ne pas franchir ce Rubicon. Contingentement, c'est un bon exemple de Rubicon. On dit, voilà, on remplace un pour un, et puis à la fin, les flottes en service seront identiques. Je dirais, avec tout le respect, que
pour employer le terme que vous avez employé ce matin, c'est le niveau 1. C'est le niveau 1. On dit on a une flotte en service, on la garde, et avec cette stabilité des avions en service, on arrive à un objectif qui est l'objectif souhaité. En fait, il faut rentrer au niveau 2, au niveau 3. Pas le niveau 4. Niveau 2, niveau 3, c'est quelque chose qui est suffisamment sophistiqué, suffisamment documenté, suffisamment parrainé par les grandes institutions internationales, dont les Nations Unies, qu'on appelle SBTI, Science Based Target, et pour l'aviation, SBTI Scope 3. C'est-à-dire que c'est une chose de dire on ne va pas remplacer, ou on remplace que les avions qui sortent de service, et c'est une autre chose, et c'est ce que Airbus a fait, puisqu'on a fait une soumission formelle en juin 2022 à SBTI, comme des milliers d'autres entreprises. SBTI, comment ça fonctionne, pour donner le cadre un peu plus sophistiqué. On a un objectif qui n'est pas seulement un objectif 2050, qui est un objectif de budget carbone et de budget énergie entre maintenant et 2050. Cet objectif est défini par l'accord de Paris et est défini par un budget donné, il y a plusieurs hypothèses, donné à l'aviation, comme il est donné à d'autres secteurs de l'activité humaine, par l'Agence internationale de l'énergie, qui nous dit, vous avez un budget. Déjà, la notion de budget est une notion qui est très très en avance par rapport au type de réflexion qu'on pouvait avoir il y a quelques années. On a un budget, entre maintenant et 2050, voilà ce qu'on a le droit d'émettre, voilà ce qu'on a le droit d'utiliser comme énergie. Et sur ce budget, on a un ensemble d'hypothèses qui sont en fait des objectifs, le trafic, la croissance du trafic, et ce n'est pas zéro, le progrès technologique, X%, 20% ou plus de réduction des consommations carburant, donc des émissions, un mix de SAF qui augmente de façon très significative avec plusieurs étapes qui sont bien documentées, y compris une première étape très significative en 2030, et puis pour environ 10% du total, une amélioration opérationnelle de la façon dont on fait voler les avions. Et ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, un cadre qui est un cadre scientifique, un cadre approuvé par les Nations Unies, un cadre utilisant des hypothèses de l'Agence internationale de l'énergie et qui est la base sur laquelle Airbus définit à la fois ses objectifs SAF et sa politique produit. Donc, je suggère qu'on soit suffisamment documenté et qu'on essaye, au-delà des objectifs de séance, de bien comprendre les enjeux, de placer ces enjeux dans un cadre qui n'est pas seulement un cadre de l'industrie, mais un cadre des Nations Unies, un cadre des organisations internationales, un cadre de l'Agence internationale de l'énergie, avec une méthodologie, et que cette méthodologie serve de base. Safran a également été sur l'initiative SBTI Scope 3. Scope 3, c'est les émissions faites par les avions. J'essaie de retrouver les points que vous avez soulevés. Michel, dans ton introduction, tu as mis « on ne regarde pas suffisamment les effets externes ». Donc là, ce que je voulais dire dans ces quelques minutes, c'est sur la feuille de route décarbonation. La feuille de route, on conforte notre leadership contre la concurrence américaine et la concurrence chinoise. Sur ces deux sujets, on a une feuille de route. C'est une feuille de route qui est quantifiée, c'est une feuille de route qui est documentée et une feuille de route qui est alignée par rapport aux objectifs qui ont été pris sur l'accord de Paris. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. C'est une feuille de route CO2, une feuille de route décarbonation. Ensuite, tu as mentionné les effets externes qui, effectivement, sont très significatifs au-delà du CO2. Et puisqu'on est sur un concept de budget, le budget, c'est un terme qui est fort, parce que ça veut dire vous, aviation, vous, alimentation, voilà ce que vous avez le droit de consommer comme ressources, voilà ce que vous avez le droit d'émettre comme CO2, comme gaz à effet de serre. Donc la notion de budget est absolument centrale dans la politique décarbonation et la politique environnement d'Airbus et de l'ensemble de la communauté. Je pense que, au risque de simplifier un sujet évidemment très, très complexe, chaque activité humaine devra se justifier sur 4 budgets. Un budget climat, un budget énergie, un budget matériaux,
accès aux matériaux de plus en plus rares, et un budget environnement. Chacun d'entre nous, quoi qu'on fasse, on devra se justifier, on devra justifier son utilité sociale par rapport à ces quatre budgets. Utilité sociale. Moi aussi, j'ai lu Terre des Hommes. Et il y a un autre passage que j'essaierai de retrouver plus précisément dans Terre des Hommes, mais qui mériterait d'être cité dans cet amphithéâtre. C'est quand Antoine de Saint-Exupéry dit « L'avion, il est là pour relier les hommes ». Et certes, il y a la terre, habitons-la, mais il y a aussi cette glorification dans Terre des Hommes de l'avion. L'avion, il est là pour relier les hommes. Et relier les hommes est en soi un objectif. Et quand on parle d'utilité sociale des différentes activités, relier les hommes, c'est une utilité sociale. C'est la raison d'être de l'aviation. Donc, je me permets, puisque ça a été aussi cité ce matin, de faire appel à Terre des Hommes et Saint-Exupéry. Donc, ces quatre budgets. Regardons comment l'aviation se positionne, et plus généralement les mobilités, parce qu'il y a des activités humaines, le spectre le plus large possible. Ensuite, il y a les mobilités, et au sein des mobilités, il y a l'aviation, qui est en concurrence avec les autres mobilités sur l'accès à ces budgets. Le budget climat, effectivement, ce n'est pas seulement le CO2, il y a les traînées de sillage, il y a le NOx, et le moyen de réduire de manière très significative ces effets non CO2 du budget, c'est peut-être de voler plus bas, c'est peut-être de voler moins vite, dans certains cas, c'est d'ailleurs ce qu'on regarde, mais c'est aussi travailler en amont de l'innovation, c'est-à-dire sur la science. Et ce que d'ailleurs Airbus a lancé sur certaines initiatives, une compréhension scientifique de ces phénomènes de traînées de sillage, de NOx, à la fois sur leur formation, sur leurs effets, selon l'altitude, selon le fait qu'on soit de jour ou de nuit, selon la durée également de leurs effets, et de mieux comprendre, ensuite pour mieux traiter. Donc il ne faut pas accepter juste la situation actuelle. La situation actuelle, c'est une situation où il y a un effet au moins de 50%, bon, ça se discute, mais disons un effet significatif des traînées de sillage, pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. Regardons ce qu'on peut faire. Regardons si on peut avoir différents profils de vol. Regardons si on peut avoir des générations de moteurs qui émettent moins de particules. Et ces particules sont les particules sur lesquelles s'accrètent les traînées de sillage. Donc il y a tout un ensemble de choses à faire sur les effets non CO2. Donc sur le budget climat, la décarbonation, on travaille sur les effets non CO2. Deuxième budget, le budget énergie. Il ne faut pas, je crois, se limiter à la situation actuelle où la matière première pour les SAF, les biocarburants, est limitée. Et effectivement, on se fait peur, et à juste titre, si on regarde la transformation du colza en biocarburant, parce que ce n'est pas des centaines de milliers, c'est potentiellement des millions d'hectares. Donc, une telle situation serait évidemment inacceptable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on travaille sur ce qu'on appelle les feedstocks, c'est-à-dire la matière première de ces SAF, pour utiliser le maximum de déchets au-delà des simples cultures agricoles, le bois, les déchets ménagers, pour faire en sorte que l'accès qui sera nécessairement plus cher à l'ensemble de ces déchets permette d'élargir de façon considérable le champ, le périmètre de ces SAF. Et le deuxième élément, au-delà de la biomasse, c'est d'avoir de nouvelles technologies sur lesquelles tout le monde déjà travaille, enfin beaucoup travaille, en tout cas Airbus travaille, Safran travaille, des technologies de recomposition physico-chimique d'un carbone qui ne vient pas de feedstock biomasse, mais d'un carbone qui vient d'une capture de l'air. Et d'hydrogène qui ne soit pas un hydrogène gris, mais qui soit un hydrogène venant d'une électricité totalement décarbonée. Et là, quelle est la limite? La limite, ce n'est pas des hectares, la limite, c'est la quantité d'énergie décarbonée. Et cette limite, elle est définie par quoi? Elle n'est pas définie par une limite physique, elle est définie par une quantité d'investissement. Donc on voit bien qu'on change de logique par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, avec tout le respect, et je comprends cette limitation, mais la limitation, ce n'est pas une ressource rare, les hectares, c'est une ressource sur laquelle on peut investir, et une fois qu'on investit, elle est sans limite, c'est des kilowatts d'électricité décarbonée. Donc voilà le sujet SAF, de notre point de vue, avec l'objectif, effectivement, il y a aujourd'hui environ 300 millions de tonnes de kérosène,
avec une certaine croissance du trafic. Il faut qu'on soit significativement au-delà de 300 millions de tonnes en 2050, mais avec une croissance du trafic qui soit maîtrisée, qui soit en partie compensée par les progrès techniques et qui soit basée sur un SAF qui ne fasse pas concurrence à d'autres activités humaines, parce que l'objectif n'est pas de revenir à ce qu'on a connu dans les années 50, qui était la jet set. L'objectif, c'est de continuer autant que possible le grand progrès de démocratisation du transport aérien. Troisième budget, le budget matériaux, qui aujourd'hui n'apparaît pas de manière aussi claire que le budget CO2, mais qui va être absolument déterminant. Les matériaux sont de plus en plus rares. Ce n'est pas une question juste de prix, mais étant rares, leur accès va être défini par des politiques publiques. Donc comment faire pour optimiser dans le transport l'utilisation des matériaux? Le premier point, c'est que l'avion est beaucoup plus efficace, ça mériterait certainement des études détaillées, beaucoup plus efficace que d'autres moyens de transport terrestres. Avec 1 kg d'A320, combien de passagers kilomètres peut-on générer sur la durée de vie de l'avion par rapport à 1 kg de voiture ou 1 kg de TGV? C'est peut-être un rapport de 1 à 10. Je suis prudent parce qu'il faut qu'on fasse un calcul beaucoup plus détaillé. Donc le budget matériaux du transport aérien est, par construction, beaucoup plus réduit, beaucoup plus efficace que le budget matériaux des autres moyens de mobilité terrestre. Et quand il s'agit d'économie circulaire, de fin de vie, un avion, c'est qualifié, un avion, c'est certifié, les matériaux sont très bien identifiés, donc il y a un avantage déterminant à l'avion par rapport aux autres moyens de transport dans le cycle de vie et la circularité du matériau. Donc je dirais, premier budget, deuxième budget, c'est compliqué pour nous. Premier budget, on sait ce qu'on va faire. Deuxième budget, il y a de gros investissements. Troisième budget, je dirais avantage avion. Quatrième budget, l'environnement. L'environnement, c'est l'occupation des sols, biodiversité, les questions de bruit, les questions d'environnement de proximité. Et là, je pense que chacun a tout de suite compris que sur ce quatrième budget, avantage avion. Parce qu'un aéroport A, un aéroport B, il n'y a pas de voie de chemin de fer, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas d'occupation des sols. Donc l'air est le lieu de transport qui est le plus neutre et le plus favorable à l'environnement pour tenter qu'il soit décarboné et pour tenter qu'on ait aussi un accès à une énergie qui ne soit pas en concurrence avec d'autres activités. Donc voilà les 4 budgets. Et je dirais sur ces 4 budgets, je vois avec les actions qui ont été lancées, non pas un avantage, en tout cas des atouts forts pour l'avion par rapport aux autres moyens de transport, et que c'est peut-être des thèmes qu'on pourra développer plus avant aujourd'hui.